Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette journée dédiée à la pomme de terre et bienvenue à ce premier webinaire. Écoutez, je suis content de vous avoir en ligne aujourd'hui pour vous présenter différents résultats, différentes thématiques. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Cyril Hanon, je suis animateur filière pommes de terre chez Arvalis depuis 2 ans et je coordonne l'ensemble du programme d'activité pommes de terre de la maison au niveau national. Donc, je vais être entouré par bon nombre de collègues aujourd'hui que je présenterai par la suite. Pour la suite de la présentation, je vais être épaulé de plusieurs collègues. À savoir, les deux intervenants principaux vont être Amaury Paget et Francesca Degan. Amaury Paget qui est avec nous depuis quelques années et qui s'occupe, on va dire, des travaux sur le pilotage de l'azote via de l'imagerie, notamment sur la modélisation. Et Francesca Degan qui est notre référente ingénieure autour de la fertilisation et de l'irrigation de la pomme de terre. Vous avez aussi des personnes de l'ombre, on va dire, des personnes qui sont en train de produire l'événement, qui vous permettent d'afficher correctement les webcams ou encore les présentations et qui vont faire de la modération au niveau des questions. Donc c'est le cas de moi-même, mais aussi de mes collègues François Guigonis, qui est ingénieur régional dans le centre de la France, et Anaïs Tourcel, qui est ingénieur régional pour toute la zone nord. Ensuite, je remercie aussi vivement tous les collègues à la fois de la communication, mais en région, et notre assistante Jeanne Gallet, qui a permis une bonne promotion de l'événement et de gérer notamment toutes les inscriptions et de faire le lien entre vous, participants, et nous, aujourd'hui, on va dire présentateurs. Donc, au programme de la matinée, on va avoir 2 sessions. Une première session sur le bilan des essais produits et notamment sur le phosphore. On vous montrera pourquoi on s'intéresse au phosphore et quels résultats on a pu avoir cette année dans nos expérimentations. C'est Francesca qui va s'y pencher. Et ensuite, on fera un point sous la forme plutôt d'une synthèse pluriannuelle sur le pilotage de la fertilisation azotée. Donc, vous allez voir des choses qui ont été faites il y a quelques années depuis 2015, mais vous allez voir aussi des choses très récentes qui ont été faites durant la campagne pilote 2020. Et ça sera une présentation en binôme de la part de Francesca et d'Amaury. Bon, je laisse tout de suite la main à mes collègues et à Francesca pour vous parler du phosphore et je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Comme a déjà anticipé Cyril, je démarre ce webinaire fertilisation sur les bilans des essais produits et les phosphores. Et avant de rentrer dans la synthèse des produits, j'ai quelques diapositives pour introduire les phosphores et rappeler aussi nos indicateurs d'évaluation des produits. Donc, on va commencer avec les cycles de phosphore dans les sols et les rôles des engrais phosphatés. Donc, les phosphores dans les sols est présent essentiellement en forme de précipités eau combinés ou minéraux, que ce soit la roche-mère ou saut de la couche du sol. Ensuite, les phosphores est présent aussi dans les matières organiques et dans une toute petite partie dans la solution, avec les 2 formes de orthophosphate. Ensuite, les phosphores se déplacent dans les sols via les processus de diffusion qu'on va voir par la suite. Il est absorbé par la plante, il peut être exporté avec les rendements ou restitué avec les résidus des cultures. Il y a aussi des processus de perte, entre guillemets, des phosphores, notamment les ruissellements et l'écoulement hypodermique. Et donc les engrais, les apports de phosphore via les engrais minéraux peuvent être faits avec des engrais dits enrobés ou protégés, des engrais starter qui ont sous format liquide ou des engrais avec des additifs microbiens et des biostimulants. Donc dans cette synthèse, je vais vous présenter les résultats pour un engrais enrobé et un engrais starter liquide. Donc, par rapport aux ordres des grandeurs de ces différents processus, donc, on a essentiellement le phosphore sous forme précipité combinée. Ensuite, donc les phosphores apportés par les engrais aussi assez important. Il y a une moindre partie présente dans les matières organiques.
une toute petite partie en solution. Et les processus principaux de perte, c'est le ruissellement. Donc, si on s'intéresse au processus de diffusion du phosphore dans le sol, donc on voit qu'entre les complexes argilo-humiques où les phosphores se trouvent absorbés et l'environnement autour de la rhizosphère, donc les passages entre les phosphores absorbés par les complexes argilo-humiques et les phosphores dans l'environnement de la rhizosphère, c'est fait par diffusion, c'est-à-dire donc les éléments chimiques se déplacent des zones les plus concentrées aux zones les moins concentrées, et c'est en fait c'est un processus très lent par rapport à d'autres minéraux du sol comme les potassium ou les nitrates. Vous voyez dans ces graphiques la distance aux racines en millimètres, le rapport entre la concentration initiale et la concentration finale au bout des 10 jours en conditions contrôlées. Et on voit que les phosphores ont parcouru une distance beaucoup moindre par rapport au potassium, ici en rose, ou au nitrate en vert. Donc à retenir, l'azote et les soufres se déplacent principalement par convection, donc sur des longues distances, alors que le potassium et notamment les phosphores se déplacent par diffusion, donc sur des courtes distances. Donc ça, c'est essentiel pour comprendre quel est l'impact ensuite du phosphore sur le rendement et sur la qualité des tubercules. Donc en synthèse, pour les cycles du phosphore dans les sols, donc il faut retenir qu'il y a un tiers environ du phosphore qui est présent sous forme organique et 2 tiers sous forme minérale ou associée. La quantité de phosphore disponible dans l'horizon 030 se situe entre 9 et 18 tonnes hectares. Il y a une toute petite partie du phosphore qui est présente dans la solution du sol. Les flux dans le sol, donc il y a principalement du ruissellement, un faible lessivage, et les phosphores peuvent aussi être transférés par le drainage agricole. Et en termes de biodisponibilité du phosphore par rapport au pH, donc on en parle souvent, et effectivement dans les sols acides, dans les sols avec un pH supérieur à 7, les phosphores sont peu biodisponibles. Et pour les sols qui ont un pH autour des 6, voilà, c'est l'optimum en termes de disponibilité. Maintenant, on va voir les impacts du phosphore sur les rendements. Donc on peut avoir à la fois l'impact du phosphore en fonction de l'analyse du sol ou l'impact du phosphore en fonction du temps, c'est-à-dire du cycle de la pomme de terre. Donc si on regarde l'impact des teneurs en phosphore sur la courbe des réponses, donc vous voyez ici sur l'axe des X les quantités de phosphore apportées, et sur les axes des Y, la perte des rendements par rapport au rendement maximum. Et ensuite, les différentes couleurs représentent les sols, les essais qui ont été conduits sur des sols avec des teneurs inférieures à la teneur renforcée, en rouge, en jaune, des sols qui ont une teneur en phosphore comprise entre la teneur renforcée et la teneur en passe, et les points en vert qui ont une teneur en phosphore supérieure à la teneur en passe, inférieure plutôt. Donc en fait, vous voyez ici qu'on n'a pas forcément une réponse homogène, et cela vraiment dépend de l'analyse du sol, de la teneur du phosphore dans les sols, mais ces critères n'est pas forcément les seuls à prendre en compte, parce que donc l'analyse des terres que nous utilisons actuellement, notamment les phosphores Olsen, représente le phosphore biodisponible, mais ne représente pas non plus la totalité des phosphores qui peut être biodisponible. Ensuite, si on regarde l'impact du phosphore sur les cycles de développement de la culture, donc on a 4 modalités, donc en 0 unité apportée, 30, 60 ou 100. Et on voit que l'impact principal se situe au début du cycle de la culture. Parce que en fait, donc, vu que les phosphores se déplacent dans la solution du sol très lentement, c'est vraiment les premiers stades où il y a un système racinaire peu développé qui sont impactés. Donc l'action du phosphore a un impact principal sur les stades précoces.
En termes d'impact sur les critères des qualités, si on s'intéresse qu'au phosphore, l'impact majeur, c'est sur les endommagements et les fractures, c'est-à-dire que plus on apporte du phosphore, moins on aura d'endommagements et des fractures. Il y a par contre beaucoup d'interactions avec la conduite de la culture, la variété, les milieux, aussi les conditions d'irrigation. Maintenant, avant de rentrer dans les résultats, je vais vous montrer les différents critères d'évaluation d'un produit. Donc, tout d'abord, on l'évalue par rapport en courbe des réponses. Donc, en noir, vous avez les mesures de référence et en bleu, les mesures des produits. Et on a 3 indicateurs pour évaluer les produits. On les évalue donc tout d'abord entre la référence et les produits. Les deuxièmes indicateurs, c'est par rapport à la courbe des réponses et aux produits. Et les troisième indicateurs, c'est par rapport à l'incertitude autour de la courbe des réponses et la valeur du produit. Et chaque indicateur est ensuite accompagné des indicateurs de significativité statistique classiques. Ensuite, on a d'autres critères d'évaluation avec les boîtes à moustaches. Donc, une boîte à moustaches représente tout d'abord la valeur médiane. Vous aurez aussi la moyenne qui sera affichée en rouge au milieu. Ensuite, les limites de la boîte sont les premiers quartiles et les troisièmes quartiles. Et les limites extrêmes, c'est les minimums et les maximums. Et ensuite, il y aura aussi des valeurs aberrantes qui sont affichées à l'extérieur de la boîte et des limites. On a aussi des lettres qui représentent des groupes issus d'un test statistique, le test des Tukey, qui compare les moyennes pour voir si les modalités sont significativement différentes. Donc, cette année, on a mis en place des essais sur 2 lieux. Donc, là, aujourd'hui, on va parler que des essais sur les phosphores minérales, mais on a aussi effectué des essais avec les biostimulants et en agriculture biologique. Donc, pour les essais en phosphore minéral, on a essentiellement 2 produits qui sont testés en plein et en localisé. Donc, à Villers-Saint-Christophe, on a testé l'engrais enrobé et les engrais starter, alors qu'à Hauteville, on a testé que les engrais starter. Et ensuite, pour les produits de référence, à Villers, on avait du Super 38 en plein localisé et à Hauteville, du Super 45 en plein. Donc maintenant, je vais rentrer vraiment dans les résultats en vous présentant tout d'abord un bilan agroclimatique et ensuite les résultats par site. Donc si on commence par Hauteville, donc on a planté des lagatas fin avril. On a eu un rendement total moyen légèrement inférieur à 60 tonnes par hectare. On a des ETR des laissés corrects, donc on considère que l'essai est valide. Les types des sols, c'est un argilo-calcaire profond des bosses avec 91 ppm des phosphores Olsen. Et si on applique la méthode comifère pour les conseils d'apport, on serait autour de 60 kg de phosphore apporté en optimum. Concernant les bilans agroclimatiques, donc on a eu une année déficitaire en termes de cumul médian des pluies avec environ moins 510 mm. À la fin de la campagne. On n'a pas eu de stress thermique comme c'était le cas l'année dernière, même s'il y a eu des températures qui ont frôlé les 40 degrés, mais c'était après des fenages. Et en termes d'irrigation et état de la réserve, donc c'était des essais irrigués. Donc globalement, il y a eu 8 irrigations avec presque 200 mm apportés, mais les ETP étaient quand même assez importantes. Donc vers la mi-juillet, début août, il y a eu effectivement une chute de la réserve hydrique disponible. En termes de comparaison, du coup, à la courbe des réponses, donc vous voyez ici en l'axe des X les doses apportées, en Y les rendements total à gauche et les rendements gros calibre à droite. Et pour l'engrais starter liquide, on n'a pas de différences significatives ni sur les rendements total ni sur les rendements gros calibre.
Si on regarde ensuite les box plots, donc les boîtes à moustaches, vous voyez donc les témoins zéro tout en bas, les engrais liquides avec les 2 doses au milieu, et puis les 3 doses avec les super 45. Donc, on a à droite les rendements total et à gauche les rendements gros calibre. Donc, on n'a aucun effet significatif, sauf entre les témoins 0 et les super 45 à la première dose. Et les engrais liquides se situent donc entre les témoins 0 et cette modalité en plan première dose ou deuxième et troisième dose. Donc en fait, on observe voilà, aucun effet significatif. Si on s'intéresse maintenant aux résultats des Villers, donc toujours le bilan agroclimatique au début. Donc à Villers, on avait la variété innovateur. On a la date de plantation est proche de celle de Hauteville. En revanche, le rendement moyen est inférieur, donc on est à peine à 40, on n'est même pas à 40 tonnes hectares. Les ETR sont corrects, donc on considère les C valides. Les types de sols est aussi différent par rapport à Hauteville, donc on est sur des limons bâtons sains avec 100 ppm de phosphore Olsen. Et donc par rapport à ce type de sol, les teneurs en phosphore et les rendements, on a un conseil comifère qui est de 2 fois moins par rapport à Hauteville, donc on est plutôt sur 30 kg de phosphore à apporter. En termes de pluviométrie, on a un déficit cumul par rapport à la médiane équivalent à Hauteville, sauf qu'ici, les déficits s'est exprimé vraiment au tout début du cycle de la pomme de terre. Les températures aussi sont correctes, sans stress thermique par rapport à l'année dernière. Et en termes d'état de la réserve hydrique, on a une réserve qui s'est mieux maintenue tout au long du cycle, avec des irrigations plus fréquentes, qui ont permis, malgré le TP élevé, de garder un stock d'eau correct. Si on compare maintenant les traitements à la courbe de référence au phosphore pour les engrais starter, on a toujours les mêmes représentations avec les doses de phosphore apportées, les rendements total à gauche, les rendements gros calibre à droite. Et donc, on n'a aucun effet significatif de l'engrais starter. Ensuite, pour l'engrais en rembray protégé, on n'a pas non plus d'effet significatif, que ce soit pour les rendements totaux ou les gros calibres. Et donc, pour la modalité en plein localisé, donc on n'a pas non plus de différences. Donc, vous avez ici les boîtes à moustaches avec les témoins zéro toujours en bas et les engrais liquides, les modalités de référence en localisé puis en plan, et ensuite l'engrais enrobé. Et on voit qu'il n'y a aucune différence entre les modalités. Donc à Villers, on a à disposition aussi la quantité de phosphore absorbé au défanage et la quantité d'azote absorbée au défanage. Donc ici, c'est juste pour vérifier s'il n'y a pas une interaction entre l'absorption du phosphore et l'absorption d'azote, et s'il n'y a pas un regroupement différent qu'on peut observer au défanage. Mais même sur ces deux indicateurs, on n'a pas des différences statistiquement significatives qui se dégagent entre les modalités. Donc, en conclusion, l'objectif de ces protocoles était de vérifier les performances sous les rendements d'un engrais liquide et d'un engrais à phosphore protégé par rapport aux références Super 38 et Super 45 en localisé et en plein. Et à Villers-Saint-Christophe et à Hauteville, malgré les différences de teneur en phosphore et de type des sols et de potentiel de rendement, on n'a aucune différence significative qui se dégage entre les modalités. Donc, en perspective, pour consolider nos résultats, on a besoin de encore 2 autres années d'essai. On envisage d'introduire d'autres variables, d'autres indicateurs pour évaluer les produits, notamment sur la progression des stades précoces.
Donc, je vous remercie pour cette partie phosphore. Je vous ai aussi anticipé qu'on a conduit des essais sur les biostimulants. Donc, on va continuer aussi en 2021 sur ces essais, mais pour mieux définir notre stratégie d'essai, on vous invite à remplir un questionnaire, une enquête sur les usages des biostimulants chez les producteurs de pommes de terre. Donc, vous avez ici les liens et les QR codes pour nous faire part donc, de votre usage et aussi de vos souhaits de référence sur les biostimulants. Eh bien, merci Francesca, merci pour ce tour d'horizon des premiers essais phosphores que l'on a refait cette année. Vous avez bien compris que ce sont des premiers résultats. On s'attelle de nouveau à la thématique phosphore parce qu'on sent, on va dire, les problématiques montantes dans certaines régions. On en avait fait part déjà il y a 1 ou 2 ans lors de notre réunion annuelle à Paris. Donc on avait fait le choix de remettre des essais autour du phosphore en localisé en plein, comme le disait Francesca, malheureusement avec des résultats qui sont présents mais qui sont non significatifs cette première année. On va persévérer et vous dire aussi qu'on s'intéresse aussi à la thématique du phosphore, notamment en agriculture biologique, puisqu'on a un essai dédié agriculture bio phosphore, puisque là aussi c'est une problématique qui peut être très importante pour les producteurs bio. On a eu un premier essai en 2020, on va continuer, on vous présentera une synthèse d'ici quelques années. Avant de passer aux questions, j'insiste sur le fait de l'enquête, de la dernière diapo de Francesca. On est vraiment preneur de vos retours terrain, vous techniciens, vous agriculteurs qui êtes là aujourd'hui, sur les biostimulants. Ce sont des thèmes qui préoccupent bon nombre de producteurs. Les producteurs sont questionnés sur ces produits de biostimulation. On a mené aussi des essais en 2020, mais avec une année de référence, on préférait ne pas les présenter à l'heure actuelle. Vous les aurez l'année prochaine avec une seconde année. Mais comme le disait Francesca, de façon à orienter nos travaux, il nous faut avoir vos besoins réels sur le terrain. Donc n'hésitez pas à répondre à cette enquête et à la diffuser. Donc on va redémarrer la seconde présentation sur le pilotage de la fertilisation azotée. Donc on va vous projeter de nouveau les diapos. Et tout cela va être une présentation, on va dire, à 2 voix. Une première partie faite par Francesca sur cette fertilisation azotée et une seconde partie faite par Amaury qui se présentera et qui vous présentera surtout les résultats des opérations, on va dire, pilotes et le bilan de ce que l'on a pu faire en termes d'opérations imagerie, satellite, drone sur des parcelles agriculteurs. Écoutez, je vous laisse la main pour à la fois la présentation à projeter et la webcam. Merci Cyril. Donc avec Amaury, on va vous présenter les bilans des plusieurs années d'essai pour la mise en place d'un outil d'aide à la décision pour le pilotage de la fertilisation azotée. Donc moi je suis en charge de vous présenter l'introduction et les conclusions et Amaury la mise en place des essais et les résultats détaillés par parcelle. Donc, on a organisé notre présentation en 4 grandes parties. Donc, on va rappeler quel est l'intérêt du pilotage de la fertilisation azotée en pommes de terre et avec quels outils on peut le mettre en œuvre et les intérêts de chaque outil. Ensuite, on va vous montrer quelle était notre stratégie pour évaluer cet intérêt du pilotage et comment on a construit l'outil d'aide à la décision. Et ensuite, comment on a pu valider cet outil en parcelle agriculteur. On va voir brièvement les résultats et les bilans des essais, donc des plusieurs années d'essais. Et on va terminer avec les conclusions, les perspectives et la discussion. Donc, pour rappel, l'intérêt du pilotage de la fertilisation azotée en pommes de terre est d'augmenter l'efficience d'utilisation de l'azote de l'engrais, c'est-à-dire de maximiser la quantité d'azote absorbée par la plante par rapport à la quantité d'azote apportée par l'engrais. Si j'illustre cette définition avec un schéma, donc on apporte une certaine dose d'engrais azoté. Ensuite, cette quantité d'engrais azoté absorbée par la plante et cette ratio entre la dose d'engrais apportée et la quantité absorbée, c'est les coefficients apparents d'utilisation de l'engrais, c'est-à-dire l'efficacité de l'engrais.
Ensuite, cette quantité d'azote absorbée est rétraduite en rendement. Et là aussi, donc, il y a un ratio entre la quantité totale absorbée et les rendements. Et donc, ce passage, on l'appelle l'efficience de l'azote absorbé et cela dépend de la variété. Et donc, globalement, on appelle donc efficience de l'engrais cette ratio entre la dose d'engrais apportée et les rendements produits. Donc, le pilotage vise à augmenter cette efficience de l'engrais. Et donc, quels sont les objectifs de cette augmentation? Eh bien, premièrement, c'est de maximiser les rendements et la qualité des tubercules. Ensuite, le troisième objectif, c'est réduire les pertes dans l'environnement en maximisant voilà, cette quantité de l'azote apporté par l'engrais en quantité absorbée et puis en rendement. Et puis aussi un objectif de rentabilité économique pour réduire au maximum l'azote de l'engrais et donc voilà, épargner de l'engrais. Donc, quels sont les leviers pour augmenter cette efficience? Donc, il y a 3 leviers principalement. Donc, les formes d'azote, ce qu'on vous présente souvent avec la comparaison des différentes formes d'engrais. Les modes d'application, donc que ce soit enfoui ou localisé. Et donc, là aussi, on a eu par le passé des présentations autour de ces modes d'application. Et puis, un troisième levier, c'est la période d'apport, c'est-à-dire apporter au plus près du maximum des besoins, du maximum d'absorption de la plante. Et en pomme de terre, si on illustre ça avec un petit schéma, cette période qui maximise l'absorption se situe entre l'initialisation des tubercules et les débuts de ces naissances. Donc entre à peu près 30 jours après l'éveil et un peu moins des 60 jours après l'éveil. Du coup, sur ces petits schémas, on voit les différents organes de la plante. Donc, en rose, la partie aérienne, en vert, la plante entière, en bleu, les tubercules. Et on voit que le maximum d'absorption, donc là, on regarde les kilos d'azote absorbés par rapport au jour après l'éveil, se situe voilà, entre un peu plus des 30 jours et un peu moins des 60 jours. Donc ça, c'était soit un essai donné, mais c'est juste pour illustrer les propos. Ensuite, si on rappelle les principes de pilotage, donc on a une partie d'azote qui est apportée à la plantation. Donc c'est la dose X, c'est-à-dire la dose prévisionnelle avec la méthode de bilan prévisionnel, moins une mise en réserve. Ensuite, on a un diagnostic qui est en pomme de terre effectué entre 30 et 45 jours après la levée. Donc, il y a plusieurs moyens d'effectuer ce diagnostic, on va le voir par la suite. Et selon les résultats de ces diagnostics, on a un conseil. Et ce conseil va être, donc l'apport issu de ces conseils va être apporté au maximum jusqu'à 45 jours après levée. Ensuite, si on illustre du coup les modes d'élaboration de l'OAD, donc on a 2 étapes. La première, c'est de déterminer la fréquence des apports et la dose complémentaire à apporter, c'est-à-dire donc est-ce qu'il faut apporter 1 ou 2 apports après le premier et jusqu'à quand? Et quelle est la quantité de doses complémentaires à apporter. Donc ça, on l'a effectué avec des essais en microparcelles. Et ensuite, la deuxième étape, c'est optimiser les moments d'apport avec les diagnostics du statut azoté de la plante. Et donc c'est voilà, c'est vraiment cette étape des diagnostics. Donc évaluer les outils et les modèles dont on a besoin pour ces diagnostics. Et ça, on a validé avec des essais à l'échelle de la parcelle agriculteur. Donc, si on poursuit, donc, on a dit qu'on a différents outils pour les diagnostics des statuts azotés. Donc, on a des outils qui sont déjà bien connus et bien utilisés, donc notamment Jubil, qui mesure la teneur de nitrate de jus d'épaisseur, et le Yara Tester qui estime la teneur en chlorophylle par la mesure de la transmittance. Donc, ces outils ont 2 intérêts principaux. Donc, premièrement, il y a un référentiel par variété qui est très important. Et deuxièmement, on a une base de données historique pluriannuelle qui nous donne des références robustes. Ensuite, on a des nouveaux outils qui se développent, donc des capteurs embarqués par différents vecteurs. Donc ces vecteurs peuvent être soit des perches manuelles, soit des tracteurs, soit des drones, soit des satellites qui embarquent différents types de capteurs. Et donc les intérêts de ces nouveaux outils, c'est à la fois la rapidité des acquisitions de la donnée,
l'intégration d'une surface plus grande, donc qui est du coup survolée par les vecteurs, et puis l'accès à des nouveaux indicateurs via les capteurs, donc notamment des indicateurs biophysiques comme les taux de couverture, la surface foliaire, qui sont complémentaires aux indicateurs de teneur en chlorophylle ou en nitrate. Maintenant, si on se focalise du coup sur les drones et les satellites, donc c'est notamment ces deux vecteurs qu'on a testés dans nos essais. Donc pour les drones, on a une plus haute résolution, donc en centimètres, ce qui est très important en pomme de terre parce qu'on peut avoir une hétérogénéité spatiale très importante, on le verra par la suite. On peut voler aussi en présence des nuages et on a une possibilité d'être plus précis sur la date du vol. Donc on a vu qu'en pomme de terre, on a une fenêtre assez restreinte pour les diagnostics qui, voilà, entre 30 et 45 jours. Les inconvénients de ces vecteurs sont les coûts du vol assez élevés, la logistique de mise en place du vol et la dépendance d'autres conditions météo, donc pas les nuages, mais plutôt les vents et la pluie. Alors que pour les satellites, on a des plus-values liées au coût, donc c'est un coût quand même réduit par rapport aux drones, notamment maintenant qu'il y a des images gratuites, les Sentinel-2, et on a une fréquence d'images qui est quand même assez élevée, entre 1 ou 2 fois tous les 5 jours, qui correspond du coup assez bien à la fenêtre restante que l'on a en pomme de terre. Par contre, les points négatifs, c'est la résolution plus grossière, donc on n'est pas de l'ordre des centimètres, mais de l'ordre des 10 mètres, et on est dépendant d'autres conditions météo, donc notamment les nuages. Ensuite, je vais vous montrer donc la construction des modèles et des règles, comment donc on a mis en place ces modèles et ces règles. Donc j'ai déjà dit, on a utilisé des essais en microparcelles. Donc on a procédé en 3 étapes. La première étape, c'était de construire les règles pour les pilotages, et pour cela, on s'est appuyé sur une méta-analyse sur la base de données des essais historiques. Donc, en remontant aux essais de ITPT au début des années 90. Ensuite, la deuxième étape, c'était de construire les modèles qui interprètent les indices biophysiques. Donc, les indices biophysiques, c'est l'indice des biomasses, des teneurs en azote, des couvertures du sol, en relation à l'écart à la dose optimale. Et cela, on l'a effectué sur 4 ans, entre 2016 et 2018. Et ensuite, on a testé l'OAD, c'est-à-dire la combinaison des règles plus les modèles, en comparaison à la dose prévisionnelle et à la dose conseillée par l'OAD. Donc, ces essais en microparcelles ont été possibles grâce à un partenariat très fort, hein. Donc 14 partenaires, 20 sites d'essais et 17 variétés. Donc, c'est variétés qui représentent bien les débouchés, pour un total de 52 essais en microparcelles. Pour l'évaluation des règles, donc je vous ai dit, c'était une méta-analyse sur la base des données historiques. On a à gauche les rendements total comparé rendement total non fractionné sous l'axe des X et l'axe des Y, rendement total fractionné. Et donc à gauche, vous avez la démonstration comme quoi il faut apporter au moins 50% de la dose totale à la plantation. Autrement, on peut avoir une perte significative jusqu'à 1 tonne par hectare si on apporte moins de 50% de la dose totale à plantation. Et à droite, vous avez la démonstration de la deuxième règle, c'est-à-dire il faut éviter les apports au-delà des 45 jours après l'éveil. Donc, c'est moins évident cette limite sur le rendement total. Il faut aussi dire que là, on ne vous présente pas non plus le rendement commercial, c'est-à-dire supérieur à 50 mm, parce qu'on a quand même effectué aussi cette analyse. Et du coup, là, le seuil des 45 jours après l'éveil, c'est un compromis pour sécuriser à la fois les rendements totaux et les rendements commerciaux. Ensuite, pour l'évaluation des modèles, donc on a procédé comme c'est là. Donc on a tout d'abord les réflectances, c'est-à-dire les différentes longueurs d'onde mesurées par les capteurs. Donc là, vous avez une illustration par les données acquises par drone. Ensuite, ces réflectances sont combinées avec un modèle qu'on appelle ProSci pour en sortir les indicateurs et les indices biophysiques, donc la surface, la chlorophylle et les teneurs de couverture. Et ensuite, ces 3 indicateurs biophysiques sont combinés
avec un ensemble des modèles que voilà, on a combiné pour en faire un seul modèle Arvalis pour donner un conseil que actuellement Pomme de terre donne donc 3 indications, soit pas d'apport, soit un apport des 40 kg d'azote hectare, soit un apport des 80 kg d'azote hectare. Donc ces modèles Arvalis a été validé à 70% sur les essais en microparcelles, donc sur 172 essais en microparcelles, et avec donc bande surfertilisée. Donc pour ces modèles, actuellement on a encore besoin de la bande surfertilisée, et ces taux de validation ainsi que la présence de la bande surfertilisée, c'est équiparable à ou un testeur en pomme de terre actuellement. Ensuite, donc, je laisse la main à Omori pour vous montrer comment on a mis en œuvre, comment on a élaboré l'OAD et mis en œuvre en parcelle agriculteur. Donc bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, moi je travaille maintenant depuis 2 ans au sein d'Arvalis et j'ai travaillé notamment sur la mise en place, la logistique de, comme l'a dit Francesca, du test en fait en parcelle agriculteur de tout ce qui a été construit avant, donc de tout ce modèle de pilotage azoté sur pommes de terre. Donc l'idée c'était de excusez-moi, de faire une transition entre le vecteur drone au vecteur satellite pour pouvoir finalement exporter un peu ce modèle qui avait été testé uniquement en microparcelles, de le tester grandeur nature en grande parcelle agriculteur, et aussi bien évidemment de tester toute la logistique que ça implique avec notamment Airbus, puisqu'on travaille toujours avec Airbus comme c'est un peu comme Farmstar céréales finalement, on a toujours besoin d'Airbus pour récupérer, traiter les images satellites. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en 2019 et en 2020 des essais en parcelles agriculteurs, environ, si je ne me trompe pas, 24 parcelles sur les 2 années. Et l'objectif, ça a été de se dire, dans un premier temps, comment on fait pour évaluer le pilotage. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place en fait une bande surfertilisée au sein de la parcelle. Donc, comme l'a dit Francesca, on a encore besoin dans les modèles actuels d'avoir un indice surfertilisé qu'on utilise en fait, et dont l'objectif à terme sera bien évidemment de s'en passer. Et au vu de la taille des pixels, 10 mètres sur 10 mètres pour un pixel, on a pris assez large, donc une bande surfertilisée d'environ 60 mètres sur 60 mètres, ce qui nous permet d'avoir une vingtaine de pixels, on va dire, bien au centre de la bande, et de pouvoir en tirer une valeur finalement intéressante, même si on a parfois peut-être un pixel ou 2 particuliers qui pourront être mis de côté, on a une valeur intéressante. L'idée ensuite, c'était que l'agriculteur apporte sur une zone assez large, une mise en réserve en fait de 40 unités. Il apporte pas toute la dose X calculée, il apporte X moins 40. Et sur le reste de la parcelle, par contre, l'agriculteur apporte, enfin fait sa stratégie classique. Nous ensuite, une fois cette dose apportée, on va récupérer des images satellites entre 25 et 40 jours après la levée, en fonction donc des nombres d'images. Nous, on va récupérer vraiment l'image la plus tardive, parce que forcément, plus on a une image tardive, plus la culture a le temps de se développer et plus la carence ou le besoin en azote va se faire ressentir. Et l'idée, c'était d'avoir de faire cette image sur l'ensemble de la zone d'essai. Tout est en X-40. On a un conseil sur cette zone unique, et on va mettre ce conseil de côté. On va dire, donc par exemple, le conseil nous dit d'apporter 0 unité. D'accord, on met ça de côté dans un coin. Et nous, on va tester en fait les 3 différents conseils possibles. Donc, comme l'a dit Francesca, le conseil actuellement, on est vraiment sur on n'apporte rien, on apporte 40 unités ou 80 unités d'azote. Donc, on a 3 doses. Donc, on les a testés. L'agriculteur a apporté une partie sur la zone, il n'a rien apporté du tout, donc comme si le conseil avait dit 0. Sur une autre partie, l'agriculteur a apporté 40 unités, 40 kg d'azote, donc comme si finalement le conseil nous avait dit d'apporter 40 unités, et un 3e apport de 80. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment de tester les 3 possibilités, quel que soit ce qu'a dit le conseil au moment des vols satellites. Nous, on teste les 3 possibilités. Ensuite, on revient donc au moment un petit peu avant la récolte de l'agriculteur, on revient faire des prélèvements, 9 prélèvements par modalité.
ici, comme vous pouvez voir, l'idéal, c'est donc d'avoir des prélèvements sur les mêmes rangs de but et d'avoir donc 9 prélèvements pour chaque modalité et d'avoir ainsi un rendement moyen sur la modalité. Donc, pour resynthétiser un petit peu, donc pour vraiment savoir est-ce que le conseil finalement s'est trompé ou non, on a d'un côté les prélèvements sur les modalités qui nous permettent de faire une analyse de rendement et donc de dire, en fait, finalement, quelle était la meilleure stratégie. Est-ce que, si par exemple on n'a pas de différence significative entre les 3 modalités, le rendement n'a pas de différence en fait, qu'on ait apporté 0, 40 ou 80 unités, c'est que finalement on n'avait pas besoin d'apporter, d'azote. Et à côté, nous, on va pouvoir comparer avec le conseil de l'outil. Est-ce que le conseil nous a bien dit de ne pas apporter, par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, ou est-ce qu'au contraire, il s'est trompé, il a dit d'apporter alors qu'on était bon en termes de rendement. Donc, avant de présenter quelques parcelles sur les 24 parcelles qui ont été faites sur les deux années, je vais vous remettre un petit peu en tête quand même toute la logistique, tout le calendrier d'un conseil. Donc globalement, nous, on a récupéré les informations parcellaires en mars, un petit peu 1 mois avant la plantation, des informations assez classiques, voilà, la variété, la date de plantation, le type de sol, etc. Ensuite, au moment de la plantation, l'agriculteur pouvait nous remonter les points GPS en fait de la bande surfertilisée, parce que voilà, c'est important pour nous de savoir où elle est située pour extraire l'indice surfertilisé. Ensuite, les points aussi pour le contour de la parcelle, les points pour les modalités, etc. etc. Au mois de mai, donc autour de la mi-mai, hein, bien sûr, ça s'échelonne selon les parcelles, mais on avait donc une remontée de la date de levée qui est assez importante pour nous, puisque comme on l'a dit, nous, voilà, on a des dates limites entre 25 et 40 jours après la levée pour les images. Donc ça, c'est pour nous, d'un point de vue logistique, c'est important d'avoir cette date de levée. Et ensuite, tout se concentre vraiment au mois de juin, avec la période de 15 jours sur lequel on va récupérer des images sentinelles. Donc généralement, les images sentinelles, on ne l'a pas forcément dit, mais on a à peu près 2 images tous les 5 jours. Et sur certaines zones qui sont les moins bien loties, on va dire, on a une image tous les 5 jours. Donc ça nous permet quand même sur une période de 15-20 jours, enfin sur 15 jours d'avoir un nombre on a toujours réussi, en tout cas cette année, l'année dernière, à avoir une image par parcelle, même s'il y a eu des parcelles où on a eu un temps un peu nuageux, on a toujours réussi à récupérer une image sur les 2 années de test. Et donc ensuite, on livre le conseil au plus tard. Ça met 2 jours en fait de récupérer les images, donc au plus tard 2 jours après, 40 jours après la levée. Ce qui nous permet d'éviter la date réglementaire d'apport directive nitrate sur les zones vulnérables. Finalement, on veut vraiment que l'agriculteur puisse apporter fin juin l'apport, au plus tard. Et ici, c'est pour vous montrer un petit peu plus visuellement. Là, vous voyez une parcelle à gauche avec les différents points GPS qui nous sont remontés. Donc nous, comme ça, on peut visualiser les différentes zones. Ensuite, au centre, vous voyez donc les différents indices qui sont calculés par Airbus. Donc Airbus qui récupère les images sentinelles et qui nous calcule par pixel, donc chaque indicateur. Et ensuite, nous, on fait tourner nos modèles pour calculer sur chaque pixel la quantité d'apport nécessaire. Donc là, je vais vous montrer juste 2 exemples de parcelles qui sont assez intéressantes. Donc ici, on a une variété de Franceline, chair ferme. Voilà, donc on a un vol satellite qui a été fait 34 jours après la levée, le 15 juin. Et si on zoome un petit peu, donc nous, c'est ce qui va nous intéresser sur la zone d'essai. Donc ici, on a une zone d'essai qui est en X-40 au moment du vol satellite. Et on a donc des prélèvements qui sont, comme vous pouvez le voir, sur la partie droite des modalités, avec donc 9 prélèvements autour de ce point, 10 mètres autour, donc on est vraiment sur la partie droite. Donc là, l'ensemble des prélèvements, sauf peut-être 1 ou 2, l'ensemble des prélèvements se fait vraiment sur la zone de conseil à 80 du modèle. Donc le conseil ici nous dit d'apporter 80 unités. Tout est en X-40. On a une petite mise en réserve. Ensuite, nous, on a regardé les prélèvements, les différents, donc comme vous pouvez voir, 9 prélèvements par modalité. Et on voit ici donc les rendements moyens de chaque modalité. Nous, on a calculé ça statistiquement, puisque là, même si on a, par exemple, entre le conseil 0 et 40, on a une différence de 1,6 tonne. Il y a quand même une assez grande dispersion et on ne peut pas comme ça conclure qu'on a forcément une augmentation. Donc nous, en
en faisant l'analyse statistique, on a pu différencier 2 groupes. Donc la modalité où on avait conseillé, où on a apporté en fait 80 unités et celle où on a apporté 0 unité, on a bien une différence significative. Celle où on a apporté 80 unités, on a un rendement vraiment significativement plus élevé. Pour la modalité où on a apporté 40 unités, celle du milieu, c'est plus difficile statistiquement, on a du mal à le différencier de l'une ou l'autre des modalités, même si là, visuellement, à l'œil, on voit quand même un décrochage sur la modalité 80 unités. On a apporté 80. Et donc là, l'idée, c'est quand même de dire que la modalité où on a apporté 80 unités a un rendement plus élevé. Et surtout, si on veut vraiment, pour le coup, la stratégie la plus logique en regardant ces résultats-là, c'est vraiment d'apporter 80 unités d'azote. Donc, nous, si on regarde un peu donc, sur la zone de prélèvement, vous voyez un petit peu mieux ici la zone de prélèvement qui est vraiment dans la zone rouge donc, du conseil à 80. Le conseil est de 80, les rendements nous montrent que finalement la meilleure stratégie est d'apporter 80 unités, donc le conseil est validé a posteriori. Maintenant, une autre parcelle, là un peu plus en longueur, donc ne faites pas forcément attention aux couleurs un peu bleues, c'était une parcelle d'oignons qui était située juste à côté, donc avec une biomasse encore très faible à ce moment-là, ce qui est normal. Si on zoome un peu, donc ici c'était de l'Innovator, donc industrie, un autre débouché intéressant. Ici c'est pareil, bon, on voit qu'on a un effet de bordure, on voit qu'on a un conseil qui nous conseille quand même d'apporter 80 sur les bordures de la parcelle, donc c'est peut-être un petit effet aussi bordure. Mais les zones de prélèvement sont bien, en majorité quand même, dans une zone où le conseil nous a dit de ne rien apporter. Donc au centre de la parcelle, on voit quand même qu'il y a une certaine logique. On voit que le centre de la parcelle, le modèle ne voit pas de carence. Donc après, c'est possible qu'il y ait eu un ou deux prélèvements sur les 9 prélèvements par modalité, qui soient sur un pixel orange ou rouge ici. Mais sur l'ensemble, en moyenne, on a quand même un conseil qui a 0 unité sur la zone de prélèvement. Et donc, nous, voilà, pour nous, le conseil ici est plutôt de dire pas d'apport sur la zone de prélèvement. Quand on regarde les prélèvements, on voit donc effectivement la modalité du milieu peut-être effectivement avec quelques prélèvements un peu plus élevés, mais d'un point de vue statistique, si on regarde, on ne peut pas en fait conclure qu'on a une modalité supérieure à une autre, on n'a vraiment pas de différence. Donc ici, finalement, même si on peut voir, hein, par exemple, la modalité du milieu, on a quand même des écarts assez grands entre les échantillons de rendement plus faible au plus élevé. Après, il faut savoir que les échantillons, je ne l'ai pas forcément dit, mais on est sur des sacs d'une vingtaine de kilos en général. C'est vraiment 2 buts sur 2 mètres, donc 4 mètres en fait linéaires de buts qui sont prélevés. Et donc, dès qu'on passe ça à un rendement en tonnes par hectare, forcément, une toute petite variation entraîne des grosses variations. Et donc, d'un point de vue statistique, on n'a pas vu de différence entre les modalités, pas de gain de rendement, donc le conseil finalement de non-apport initial était le meilleur choix d'un point de vue stratégique. Donc ça, c'est uniquement le résultat sur 2 parcelles, hein. Bien évidemment, il y a eu des parcelles, comme va vous le montrer Francesca sur la synthèse des 2 années, où ça a été beaucoup plus complexe, hein. On peut avoir des hétérogénéités des fois au sein des parcelles avec, en fait, au moment du conseil, l'ensemble de la zone est en X-40. Et donc théoriquement, on est censé avoir une zone la plus homogène possible. Mais au vu de la grandeur en fait de l'essai, parfois on a des effets sol, on a des choses comme ça qui vont jouer. Et donc Francesca va vous présenter la suite, la synthèse en fait des résultats des essais des 2 années. Donc, par rapport aux essais 2019 en parcelles agriculteurs, on a 9 parcelles, donc 5 parcelles sur ces 9 avec des conseils pertinents, avec 3 parcelles en pas d'apport et 2 parcelles en apport à 80 kg d'azote hectare. Un conseil qui surestime la dose apportée, mais qui n'est pas préjudiciable pour le rendement, et 3 essais qui n'ont pas pu être analysés à cause d'une forte hétérogénéité spatiale de l'essai. Et ensuite, pour 2020, donc on a 15 parcelles, dont 8 conseils pertinents, 5 conseils non analysables à cause des hétérogénéités spatiales et un conseil qui surestime la dose à apporter. Maintenant, si on regarde la synthèse des 2 ans d'essai, donc vous avez en X les rendements fractionnés avec une stratégie de fertilisation fractionnée sans pilotage, et sur l'axe des Y, les rendements total avec une stratégie de fractionnement de la fertilisation azotée avec en plus les pilotages.
Et donc, si on compare ces deux rendements, on voit que globalement, sur toutes les parcelles, si on regarde les résultats globaux, on a un gain de rendement de 1,7 tonnes par hectare qui est significatif. On a ensuite 4 parcelles pour lesquelles on a un conseil d'apport à 80 et pour les restes, pas d'apport. Donc on voit que même en réduisant de 40 unités par rapport à la dose totale prévisionnelle et en fractionnant et en pilotant, on a un gain de rendement. Ensuite, pour les conclusions et les perspectives, donc la première conclusion principale à retenir, c'est qu'aucun essai ne montre une perte significative de rendement en utilisant cette OAD. Donc, sur les mauvais conseils, on a une surestimation, mais on n'a jamais de pertes. Donc, ça nous donne confiance pour la poursuite de nos travaux de R&D sur cette voie. Ensuite, on remarque aussi que le 75% des conseils est pour un non-apport de la mise en réserve. Mais du coup, pour rendre ces résultats plus robustes, on a besoin de valider avec plusieurs années climatiques pour avoir aussi plus de conseils à 40 ou à 80 et voir si cette tendance du coup se confirme. Et globalement, on peut voir qu'il y a quand même un gain sur l'azote à apporter avec le pilotage, les fractionnements et les pilotages ensuite. On voit aussi qu'il y a un écart important sur les observations et les mesures des terrains, comme on le voyait dans les boîtes à moustaches présentées par Omori. Donc, il faut aussi prendre en compte cette variabilité spatiale dans les protocoles expérimentaux pour réduire aussi les taux d'essais non analysables. Et on va aussi améliorer les modèles existants pour essayer qu'ils prennent en compte cette variabilité dans l'interprétation des indices biophysiques pour réduire la confusion qu'il peut y avoir liée sur la quantification de ces indices biophysiques à cause de l'hétérogénéité. Et en termes de perspectives, donc voilà, je l'ai déjà répété plusieurs fois, d'améliorer cette partie sur l'hétérogénéité spatiale en parcelle agriculteur avec 2 points. Un, en essayant de prendre en compte des cofacteurs environnementaux qui interagissent avec les rendements, donc notamment les types des sols et son hétérogénéité et aussi les caractéristiques du sol, comme le réservoir utilisable. Et les deuxièmes points pour prendre en compte cette hétérogénéité, c'est aussi les cofacteurs liés plutôt à la gestion de la parcelle, ou pratique sur l'année en cours, mais aussi à l'historique, et notamment de la prise en compte du passage des pulvérisateurs, donc l'absence de certains rangs plantés en pommes de terre, qui peuvent du coup influencer les résultats au niveau des pixels de satellite. Et ensuite, l'autre gros axe d'amélioration de notre outil, c'est d'augmenter la facilité de mise en œuvre de l'outil en essayant de construire des références pour éviter d'avoir une bande surfertilisée dans les calculs des indices biophysiques. Et on remercie du coup tous les partenaires que pendant ces plusieurs années nous ont aidés à acquérir des références et à mettre en place l'outil. Je remercie chaleureusement mes collègues, donc Anaïs qui a produit l'événement, Jeanne qui est on va dire plutôt en back-office et qui a fait toute la promo de l'événement et qui vous a envoyé les liens, François pour la modération, les questions, on a vu qu'ils sont nombreuses, et Francesca et Amaury pour leur intervention tout au long de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée.